Bonjour, bienvenue dans la série sur la thermodynamique. Donc nous continuons sur la physique statistique et nous allons parler maintenant de la statistique de Maxwell-Boltzmann. Alors considérons un gaz qui est constitué de particules qui se déplacent librement, donc la seule contrainte c'est les parois du récipient, qui sont discernables, donc on reste dans le mode classique, et bien localisées. La distribution des particules dans les différents domaines s'appelle la statistique de Maxwell-Boltzmann. Alors bien sûr, d'abord, on détermine quels sont les états possibles des particules, les domaines. Pour ça, on utilise simplement la position, la vitesse des particules, ce qui permet de dire, voilà, un tel domaine, ça va être des particules de telle position, telle vitesse, etc. La distribution des particules dans les différents domaines, donc c'est la statistique de Maxwell-Boltzmann. Alors pour commencer, on doit calculer la valeur de W pour un état macroscopique donné, c'est-à-dire pour une distribution N1, Ni, Nr de particules dans les différents domaines. Pour cela, on calcule les valeurs de W0 puis de WI. Puisqu'on peut discerner les particules, on peut les discerner, les distinguer les unes des autres, la valeur de W0 revient à se poser la question suivante. Combien y a-t-il de manières de placer grand N particules dans R boîte? La première boîte avec N1 particules, la deuxième boîte avec N2 particules, etc. C'est un simple calcul combinatoire qu'on apprend au secondaire. Tout à fait semblable à celui qu'on a vu avec les deux compartiments. Alors c'est une formule qui n'est pas monstrueuse, avec des factoriels, des choses comme ça, mais nous ne donnerons pas la formule qui est obtenue ainsi, parce qu'elle est quand même un peu trop compliquée pour notre présentation vulgarisée ici. Ensuite, on doit calculer WI, qui revient à se demander comment répartir MI particules dans les GI cellules du domaine. Cette fois-ci, sans distribution a priori. On ne dira pas qu'il y a autant de particules dans chaque cellule a priori. Comme il n'y a pas de contrainte sur le nombre de particules que l'on peut placer dans une cellule, a priori on peut en mettre autant qu'on veut, par conséquent on peut placer la première particule dans n'importe laquelle des GI boîtes, puis la deuxième dans n'importe laquelle des GI cellules. C'est-à-dire qu'au total, pour deux particules, dans les GI boîtes du domaine I, on peut placer les deux particules de GI fois GI de manière différente. La première dans une des GI boîtes, la deuxième dans une des GI boîtes. Au total, il y a GI fois GI possibilités. De même, on peut placer la troisième particule dans n'importe quelle cellule. Ce qui donne au total, pour trois particules, GI fois GI. C'est donc assez simple. Et on continue à un certain nombre de particules et au total, on trouve alors que WI est égal à GI fois GI fois etc. GI, et au total, il y a NI facteur GI. Ce qu'on note en maths par GI exposant NI, ce qui est un peu plus compact. On cherche en et donc, on obtient finalement, pour le tout, W égale W0 fois W1, etc., WI, WR, avec les WI donnés par ces formules assez simples. Par cette formule assez simple, celle-là un peu plus compliquée avec les factoriels.
On cherche ensuite l'état le plus probable, c'est-à-dire pour une valeur grand N fixée, les valeurs des NI qui rendent W le plus grand possible, maximum. En réalité, on fixe une autre contrainte. On a l'énergie totale des particules qui est N1 fois epsilon 1, l'énergie des particules dans le premier domaine, plus N2 fois epsilon 2, etc. Et donc l'énergie moyenne des particules, c'est simplement cette valeur divisée par N. Et on sait que cette énergie moyenne, c'est le nombre de degrés de liberté fois K fois T. Et on va imposer une contrainte en disant que ceci doit correspondre à une température donnée. Donc on choisit une température précise. Ça complique un peu les calculs pour calculer le W le plus grand possible. Après quelques calculs un peu laborieux, on trouve une répartition, donc des valeurs de N1, Ni, etc., qui correspondent à ce W maximum. Et c'est une répartition exponentielle qui a l'allure suivante. Donc si on trace un graphique, on trace en fonction de l'énergie des particules le nombre de particules, on va obtenir une courbe en cloche comme ceci, pour une température T1. C'est exponentiel, donc c'est comme ça. Et on constate aussi que pour une autre température plus grande, T2 supérieur à T1, on obtient aussi une courbe comme ça, mais simplement plus étalée. Plus la température est élevée, plus les énergies des particules sont grandes, et plus la courbe est étalée. Cette distribution alors, on a vu aussi que l'énergie d'une particule dépend de la vitesse. C'est l'énergie cinétique des particules. On l'avait vu. Alors, cette distribution des particules en fonction de leur vitesse s'appelle la distribution de Maxwell-Boltzmann. C'est eux qui l'ont trouvée. À partir de cette répartition, on peut calculer différentes grandeurs thermodynamiques, telles que la pression, par exemple. On peut ainsi déterminer comment les différentes grandeurs sont reliées entre elles. Et on retrouve en particulier la loi des gaz parfaits. Avec la constante R des gaz parfaits, calculée ainsi de cette manière, qui est liée à la constante de Maxwell-Boltzmann. Et l'accord est tout à fait remarquable. On retrouve au calcul la constante des gaz parfaits. Il est intéressant aussi de mesurer directement si ces résultats ont une réalité physique. Est-ce que ces particules ont vraiment les vitesses telles qu'on vient de les calculer ou est-ce juste un artifice de calcul? On utilise pour cela une technique qui s'appelle la technique des jets moléculaires. Alors, en quoi ça consiste? Eh bien, on prend une grande cavité. Ici, on met du gaz. Et ici, c'est le vide. Et ici, on place des détecteurs précis qui vont détecter la présence de molécules du gaz. Et l'instant précis où ils mesurent cela. Et ici, on pratique une toute petite ouverture. Donc, on ouvre un passage. Et comme c'est le vide ici, les particules vont filer directement, sans limite, sans contrainte, sans rien pour les ralentir, et aller sur le détecteur. Comme les particules sortent du gaz, et comme il n'y a rien devant elles pour les retenir, elles se déplacent à la vitesse qu'elles avaient dans le gaz. Et en mesurant le temps entre l'ouverture et l'impact, on peut déterminer la vitesse. Plus le temps est court, plus la molécule ou l'atome est allé rapidement sur le détecteur.
Donc on a ainsi, et en mesurant le nombre d'impacts sur la cible, on a ainsi le nombre de particules en fonction de leur vitesse. C'est-à-dire exactement ceci. Et les mesures confirment très bien les résultats théoriques. Ils sont en très très bon accord. Ce résultat a été obtenu fin du 19e siècle par Maxwell et Boltzmann, dans la deuxième moitié. C'est, on peut le dire, le premier calcul de physique statistique. On fait un peu différemment de ce que nous avons vu ici, mais grosso modo, c'est ce qu'ils ont fait. Et retrouver la loi des gaz parfaits, calculer la constante des gaz parfaits, trouver la vitesse des molécules, ce résultat fut donc un succès éclatant. C'était une grande avancée et un grand élément, d'ailleurs à l'époque, en faveur de la théorie atomique. Puisqu'à l'époque, les atomes n'étaient qu'une hypothèse introduite il y a des milliers d'années par Démocrite, d'un point de vue surtout philosophique, puis réintroduit fin du XVIIIe, début du XIXe siècle par Dalton pour expliquer les résultats de la chimie. Cela restait encore une hypothèse que beaucoup de physiciens n'aimaient pas. Pourquoi ? Parce que on ne pouvait pas voir les atomes, trop petits. Et donc, les physiciens disaient, si on ne peut pas le voir, on ne peut pas supposer que ça existe. Et donc, ce genre de résultat fut évidemment un grand élément en faveur de cette théorie, et de même d'autres résultats à l'époque, et la dernière pierre de touche fut apportée par Einstein avec le mouvement brownien. Et on peut même dire encore un peu plus tard, nettement plus tard, la deuxième moitié du XXe siècle, avec les microscopes à force atomique, ou dit aussi à effet tunnel, qui permettent réellement d'avoir une image des atomes eux-mêmes. On peut aussi aller plus loin dans ce calcul. On peut par exemple étudier de manière théorique les collisions entre les molécules. Donc, les différentes molécules ici se déplacent dans le gaz de toutes sortes de manières, elles vont heurter les parois, mais de temps en temps, elles vont aussi se heurter et se dévier. Et on peut calculer ça. Ça dépend évidemment de la taille des atomes et des molécules, qui peut être déterminée par d'autres méthodes. Par exemple, en cristallisant, en refroidissant, en liquéfiant, puis en cristallisant dans la matière, on compacte toutes ces molécules les unes contre les autres, et en connaissant le nombre de molécules, en connaissant la taille de l'objet ainsi obtenu, congelé, on a à peu près une estimation de la taille de ces molécules qui sont quasiment les unes comme les autres. Donc c'est assez... On peut faire ces calculs, et ça permet de calculer divers résultats importants. Par exemple, on peut calculer la viscosité du gaz, qui est aussi en bon accord avec l'expérience. On peut calculer le coefficient de conduction thermique, celui de la théorie de Fourier. On peut aussi calculer le libre parcours moyen. Ce dernier, c'est la distance moyenne que parcourt une particule entre deux collisions, ce qui permet de calculer des coefficients de diffusion. Par exemple, quelqu'un rentre dans une pièce, il a bu du parfum, et un instant après, vous sentez le parfum, parce que les molécules du parfum sont arrivées jusqu'à votre nez. Ce n'est pas instantané, ça dépend de leur vie, c'est rapide. À température ambiante, c'est assez rapide, ça prend que 1 ou 2 secondes. Mais ça dépend de leur vitesse de ces molécules, mais aussi de toutes les collisions et du temps qu'elles vont mettre pour arriver jusqu'à votre nez. Si elles subissent beaucoup de collisions, elles vont mettre du temps pour arriver. Donc ces coefficients de diffusion ont même souvent des importances, de grande importance en chimie ou dans l'industrie. Donc c'est des résultats théoriques bien confirmés par l'expérience et très importants en pratique.
Donc voilà pour la physique statistique. Alors on n'a pas tout à fait fini. Dans la prochaine vidéo, on va revenir sur le premier principe, qui était un peu bizarre, hein, où on dit le premier postulat de la physique statistique, qui dit tous les états microscopiques sont également probables, ce qui paraît un peu étonnant. Et on va à cette occasion donc parler du principe ergodique. Je vous remercie.